Il était 23h47 cette nuit-là, lorsque le document a été signé. Aucun communiqué de presse, aucune annonce officielle, pas la moindre assemblée de cardinaux en habit d'apparat. Juste un pape, un stylo, et un silence si lourd qu'il allait ébranler les fondations de l'institution la plus puissante du monde occidental. Avant d'aller plus loin, vous et moi allons explorer ce mystère, alors n'hésitez pas à vous abonner et à nous dire d'où vous nous suivez. Ce 26 mai 2026, la nuit était d'un calme anormal au Vatican. Les touristes étaient partis depuis longtemps, et le dernier bus de pèlerins avait quitté la place Saint-Pierre bien avant le crépuscule. Seul le murmure des fontaines résonnait sur les pavés déserts. Devant la porte de bronze, le garde suisse restait figé à son poste, immobile, avec cette rigueur propre à ceux qui savent que le calme de cette cité n'est qu'une illusion. Au 3e étage du palais apostolique, une unique fenêtre laissait filtrer une lueur depuis 21 heures. Le secrétaire de garde et la patrouille de nuit l'avaient bien remarqué, sans pour autant s'en inquiéter. Le Saint-Père travaillait souvent tard, surtout à l'approche de réformes majeures. Mais ce que ces hommes ignoraient, c'était la gravité des décisions qui se prenaient ce soir-là, derrière ces murs épais, et le séisme qui allait frapper Rome dès le lever du soleil. Assis à son lourd bureau de chêne, le pape Léon XIV fixait ses dossiers. Le souverain pontife avait abandonné sa soutane blanche depuis plusieurs heures déjà. Pour cette longue nuit de travail en solitaire, il avait préféré revêtir un simple pantalon sombre et une chemise en coton noir. Ces habits modestes le ramenaient à sa vie d'avant, bien avant les fastes du pontificat, à l'époque où Robert Francis Prévost n'était qu'un simple évêque à Chiclayo, au Pérou. Là-bas, il gérait un diocèse avec un budget dérisoire, dans un pays où la confiance envers l'Église devait se gagner chaque jour sur le terrain. Dans un coin de la pièce, sa mossette rouge, pourtant remise à l'honneur récemment, reposait sur une chaise comme un vêtement oublié, tandis qu'un verre d'eau à moitié vide traînait sur le bureau. Posé devant lui se trouvait un document de 26 pages, rédigé dans un jargon canonique très serré. Ce texte intégrait des renvois précis au règlement révisé de la Curie romaine de novembre 2025, des amendements et des protocoles financiers stricts. Le pape avait préparé ce projet en secret pendant des semaines, fuyant les comités officiels et les lenteurs habituelles. Seul un cercle très restreint avait sa confiance. Le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État, en connaissait les grandes lignes et devait gérer le choc politique. De son côté, le jésuite luxembourgeois Jean-Claude Oloric avait blindé la structure juridique, ligne par ligne, pour parer aux attaques. C'est lors d'un dîner confidentiel au palais apostolique, le vendredi précédent, que le cardinal Matteo Zuppi avait été mis au courant de la situation. Après avoir écouté attentivement et posé 3 questions très précises, il avait prévenu le pape qu'on lui livrerait une bataille féroce, ce à quoi Léon avait simplement répondu qu'il le savait parfaitement. Aucun autre prélat n'avait été consulté, un choix stratégique pour éviter les fuites. Sous les yeux du souverain pontife, le document portait un titre administratif aride, le décret sur la restructuration du dicaster pour l'économie. Ce plan comprenait 11 pages de réformes, 4 pages de nominations et 7 pages de protocoles financiers. Avant de s'engager, Léon a relu chaque ligne une toute dernière fois avec une attention extrême. Ses lèvres remuaient imperceptiblement sur certains passages, un vieux réflexe d'enseignant persuadé que le diable se cache dans les détails et que la précision des mots l'emporte toujours sur leur sens général. À la main, il a apporté 2 légères modifications dans les marges, une préposition clarifiée à la page 7 et un calendrier plus strict à la page 15. Enfin, à la page 9, il a soigneusement raturé un terme pour lui en substituer un autre, modifiant subtilement mais sûrement la portée juridique du texte, afin de ne laisser aucune prise à ses futurs détracteurs. C'est alors qu'il a sorti un stylo de son tiroir. Ce n'était pas l'un de ces modèles d'apparat doré destinés aux séances de signature publique et aux livres d'histoire, mais un simple stylo à billes noires, l'outil ordinaire de celui qui n'a plus rien à prouver. Au bas de la 26e page, il a apposé sa signature. Robert Francis Prévost, Léon XIV. Après avoir posé l'objet, il est resté un instant immobile à contempler son écriture. Nul ne saura ce qui a traversé l'esprit de cet homme de 70 ans, originaire de Chicago, devenu le premier pape américain. Il s'est levé, a glissé le décret dans une enveloppe scellée et a rejoint son secrétaire de garde endormi sur sa tablette. En lui tendant l'enveloppe, Léon a simplement prononcé 3 mots clairs. « Livrez-le demain ». Il a ensuite regagné son bureau pour éteindre la lampe,
plongeant la pièce dans l'obscurité. Le lendemain matin, le 27 mai, à 6h14 précise, le pli est arrivé au secrétariat d'État. C'est un jeune sergent de la garde suisse qui l'avait transporté, sans recevoir d'explication et sans chercher à en obtenir. Enregistré à 6h31, le document a été tamponné puis transmis au service compétent dès 7h30. En apparence, ce transfert suivait le protocole habituel. Pour un observateur extérieur, il s'agissait d'un simple courrier de routine. Pourtant, cette affaire n'avait absolument rien d'ordinaire. Lorsque le cardinal Reinhard Hoffmann, préfet du Dicaster pour l'économie, est entré dans son bureau du palais de la Chancellerie à 8h45, l'atmosphère était lourde. Ce prélat bavarois de 73 ans, réputé pour sa méthode rigoureuse, dirigeait l'institution depuis 4 ans. Durant ce mandat, il avait appris à maîtriser chaque rouage financier de la curie romaine, des comités d'investissement aux fonds discrétionnaires secrets. Hoffmann savait parfaitement, bien mieux que les observateurs profanes, que le véritable pouvoir au Vatican ne se mesurait pas en apparat, mais à la lecture de ses registres. 2 documents l'attendaient sur sa table de travail. Le premier était une notification de mutation officielle, rédigée dans un style très courtois, mais implacable. À compter du 1er juin 2026, il était démis de ses fonctions de préfet pour devenir simple conseiller consultatif à la Congrégation pour l'éducation catholique. Le second pli n'était autre qu'une copie du décret signé. Hoffmann lut la première page debout, sans même retirer son manteau. Il s'est assis pour la suite. À la 3e page, sa voix a résonné dans le couloir pour appeler son assistant. À la 5e, il passait déjà des appels urgents. Et à la 7e, 2 autres collaborateurs l'avaient rejoint. La copie du décret papal restait étalée sur son bureau, griffonnée de traits rageurs qui trahissaient une lecture fébrile et angoissée. Au palais de la Chancellerie, plusieurs témoins ont décrit l'ambiance électrique de cette matinée. L'un d'eux a évoqué une colère froide et contenue, tandis qu'un autre a comparé la situation à une digue qui venait de céder sous la pression accumulée depuis des années. Un fonctionnaire présent depuis 11 ans au Dicaster a résumé le sentiment général en confiant qu'ils s'attendaient tous à un tel séisme sans pouvoir en deviner l'heure exacte. Très vite, les téléphones ont commencé à saturer les lignes internes de la curie. Dès 10 heures, le cardinal Eduardo Sandoval, lui aussi écarté de son rôle opérationnel à la Congrégation pour le culte divin, pour un poste purement consultatif, sans aucun pouvoir budgétaire, avait déjà alerté 3 de ses pairs par téléphone et 2 autres via le réseau de messagerie chiffrée du Vatican. À 10h30, une alliance informelle unissait déjà au moins 5 au prélat. À midi, ils étaient 7 à planifier une réunion secrète hors de tout agenda officiel. En l'espace de ces 3 heures, ce document est devenu le sujet le plus débattu de la cité. Les mesures étaient radicales. 2 cardinaux perdaient tout contrôle financier. Le texte transférait également la gestion du principal fonds d'investissement du Dicaster, estimé en interne à près de 400 millions d'euros. Ce trésor, géré depuis près d'une décennie par un sous-comité sans véritable contrôle externe, passait sous la tutelle directe du secrétariat d'État. De plus, les budgets discrétionnaires de 4 hauts responsables étaient réduits de 60% avec effet immédiat. Pour restructurer l'entité, le pape créait 2 postes de sous-préfet, nommant notamment la docteure Francesca Mancini, une économiste italienne de 51 ans, qui dirigeait depuis 10 ans les audits de la Banque européenne d'investissement au Luxembourg. Pour comprendre ce drame, vous et moi devons d'abord analyser un profil hors du commun. Loin des dorures du Vatican, c'est dans l'arène impitoyable de la finance publique européenne que cette femme a forgé sa carrière. Ses travaux académiques sur la transparence faisaient autorité. Pourtant, elle n'avait jamais occupé de poste à Rome. Sœur Maria Luisa Rodriguez, brésilienne de 64 ans et membre des Petites Sœurs de l'Évangile, cumulait les diplômes de canoniste et d'économiste. Après 12 ans passés à conseiller l'Amérique latine sur ses réformes budgétaires, elle connaissait l'Église par ses périphéries oubliées. Elle savait précisément là où le système financier était brisé. Désormais, le destin financier du Saint-Siège reposait entre les mains de 2 laïcs, 2 professionnels aguerris. Toute leur existence avait été vouée à la transparence, à la reddition de comptes et à cette tâche aussi ingrate qu'indispensable de surveiller l'argent des autres. Le pire pour leurs détracteurs, c'est que ces nominations étaient parfaitement valides sur le plan canonique. Les règlements de la Curie romaine, mis à jour en novembre 2025, avaient supprimé l'obligation d'être ordonné pour diriger ces ministères. Présentés à l'époque comme une simple modernisation technique,
Cette réforme administrative cachait en réalité une révolution. Si les théologiens débattaient de la place des femmes, la portée opérationnelle, elle, était colossale. Derrière les débats d'idées se cachait une réalité logistique que peu de gens avaient anticipée. Le souverain pontife disposait désormais du pouvoir absolu de placer qui bon lui semblait à la tête de n'importe quel dicastère. Le pape Léon n'avait rien inventé, ni improvisé dans l'urgence. Il avait patiemment attendu que le cadre légal soit verrouillé, inattaquable, avant de l'exploiter pleinement. L'offensive a débuté le 27 mai, lorsqu'à 14 heures précises, le quotidien italien La Repubblica a reçu un message crypté. Une fuite anonyme provenant d'un haut responsable du Vatican, prête à ébranler les fondations mêmes de la cité papale. Cette note secrète contenait des détails brûlants. L'identité des prélats écartés, le montant des fonds visés et la date butoir du 1er juin. L'informateur avait eu le décret sous les yeux. Son but était d'allumer un contre-feu médiatique pour contraindre le pape à reculer. Un coup de poker qui allait s'avérer être une erreur stratégique majeure. À 16h15, la rédaction de la Repubblica validait le scoop grâce à 2 autres sources. À 18h, le titre s'affichait en ligne. Le pape retirait le contrôle financier aux cardinaux pour nommer 2 femmes. À 19h, Reuters diffusait l'alerte en anglais. En moins de 40 minutes, la nouvelle avait déjà fait le tour de la planète. En Amérique du Sud, de Brasilia à Bogota, la presse catholique saluait un tournant historique avant même la fin de la nuit. Voir une Brésilienne s'emparer des finances du Vatican portait une charge symbolique inouïe pour ces pays meurtris par des décennies de scandales cléricaux. Aux États-Unis, où les racines de Léon à Chicago suscitaient toujours une immense fierté, l'écho fut tout aussi retentissant. Dès 21h, le Washington Post publiait une analyse percutante intitulée « Le pape qui agit en silence ». Une formule qui résumait à elle seule la méthode de ce pontife hors norme. L'article ne décrivait pas cet événement comme un affrontement brutal, mais comme une manœuvre bien plus redoutable, le démantèlement méthodique et silencieux de la vieille garde vaticane. Derrière les murs du palais, la curie s'est immédiatement divisée en 2 camps irréconciliables, et personne ne cherchait à masquer son jeu. Le cardinal Matteo Zuppi, alors en plein dîner de travail au Conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens, a reçu la nouvelle par téléphone. Témoin de la scène, un convive raconte qu'il a posé son verre lentement, avant de s'enfermer dans un très long silence, mesurant la portée du séisme qui venait de se produire. Puis, un sourire a glissé sur ses lèvres. Le prélat a refusé toute déclaration officielle, mais ce sourire traduisait le soulagement de voir enfin se réaliser un espoir caressé depuis des années. De son côté, le cardinal Hollerich s'est fendu d'un communiqué laconique de 6 phrases soigneusement pesées. Il y rappelait sobrement que les décisions du Saint-Père s'inscrivaient dans le strict respect des statuts de la curie et que l'Église poursuivait son renouveau. Vous et moi connaissons le poids des mots dans ce milieu. Ce texte purement institutionnel disait tout en ne disant strictement rien, illustrant à merveille l'art de la diplomatie romaine. Le silence total du cardinal Parolin en disait long. Pour les initiés habitués à décrypter la méthode de cet homme capable de mesurer la température politique d'une pièce d'un simple regard, ce mutisme était d'une éloquence rare. Ailleurs, dans le palais apostolique, l'ambiance était électrique chez les gardiens du vieux temple. Ces hommes voyaient l'œuvre de leur vie s'effondrer sous les coups d'une autorité incontestable légalement. Ce soir-là, 7 cardinaux influents se sont réunis discrètement dans un immeuble de la Via della Conciliazione. Une propriété de l'Église, idéale pour ces conciliabules secrets qui n'apparaissent sur aucun agenda officiel. Autour de la table se trouvaient Hoffmann, Sandoval et 5 autres figures de la résistance curiale. Selon un témoin, les débats ont duré près de 3 heures, tournant en boucle autour des mêmes interrogations sans jamais trouver d'issue rassurante. La première question qui brûlait toutes les lèvres concernait la validité juridique du décret de Léon XIV. Leur conseiller juridique, un canoniste chevronné, ayant passé 20 ans à la Congrégation pour la doctrine de la foi, connaissait les moindres failles de la loi romaine. Son verdict est tombé, glacial et sans appel. Oui, le texte était inattaquable. Leur seconde préoccupation était de savoir si un recours était envisageable. Avec méthode, le juriste a détaillé les rares leviers à leur disposition. Certes, il pouvait soumettre un doute formel, un dubia, pour exiger des clarifications écrites du souverain pontife.
Mais cette procédure n'avait jamais permis d'annuler une décision administrative de cette nature. Cet outil théologique servait à trancher les litiges doctrinaux, pas à contester des nominations de personnel. Brandir cette arme inadaptée n'aurait fait que trahir leur impuissance face à la détermination implacable du pape. La véritable bataille s'est alors déplacée vers la troisième question. Comment freiner l'application du décret? On abandonnait le droit pour entrer dans la politique de couloir pure et dure. Plusieurs dicasteries majeures partageaient des compétences avec le secrétariat pour l'économie. Les virements de fonds exigeaient des signatures croisées entre divers bureaux. L'attribution des locaux nécessitait l'accord de la gestion immobilière, et le transfert des archives financières dépendait de fonctionnaires sur le départ. Bref, la bureaucratie offrait d'innombrables grains de sable à jeter dans l'engrenage. Ces dizaines de petits leviers administratifs, sans être illégaux ou ouvertement rebelles, constituaient des obstacles redoutables pour paralyser le calendrier du souverain pontife. La question brûlante dans cette pièce était de savoir s'ils oseraient s'en servir. La réunion s'est achevée après minuit sans accord formel écrit, mais des indiscrétions ont fuité le lendemain. Les conspirateurs s'accordaient sur un point. Pas d'affrontement frontal, impossible à gagner face à un décret valide. Ils allaient plutôt saboter la machine de l'intérieur, en créant de la friction et des délais administratifs. Un participant a défendu cette stratégie d'usure avec une rare virulence. Selon lui, le Vatican avait survécu à bien d'autres réformateurs, l'institution étant bien plus pérenne que l'agenda d'un pape de passage. En ralentissant l'administration, il pouvait tout simplement attendre que ce pontificat s'achève. Historiquement, l'argument tenait la route, mais il omettait un détail crucial. L'homme du palais apostolique avait tout anticipé. Léon XIV savait exactement à quoi s'attendre avant même d'apposer sa signature sur le parchemin, et cette prescience avait dicté chaque ligne de son décret. L'échéance du 1er juin, fixée à peine 6 jours après la signature, coupait court à toute tentative de consultation. Chaque transfert de fonds avait été minutieusement planifié pour verrouiller l'étape précédente, rendant tout retour en arrière impossible. De plus, les nominations s'accompagnaient de transferts de compétences stratégiques qui privaient les opposants de toute base arrière pour organiser la riposte. Comme vous et moi pouvons le constater, la partie d'échecs était déjà pliée. Le pape avait conçu ce décret comme un piège structurel implacable, où chaque heure de résistance rendait le coup de la rébellion infiniment plus lourd. Pour comprendre la suite, il nous faut analyser cette méthode redoutable qu'il ne tenait d'aucun mentor, mais d'une observation minutieuse et froide des rouages du pouvoir. Au fil des ans, il avait compris pourquoi les réformes échouaient ou triomphaient au sein des grandes institutions. Le secret résidait dans la vitesse, agir si vite que l'opposition se retrouve devant le fait accompli. Le matin du 28 mai, sous une lumière romaine presque dorée qui traversait les fenêtres de la bibliothèque du palais apostolique, il s'est entretenu avec Parolin. Durant 40 minutes d'un tête-à-tête secret, sans témoin ni procès-verbal officiel, aucun des deux hommes ne laissait paraître la moindre inquiétude à sa sortie. De retour à son bureau, Parolin a immédiatement signé 2 décrets administratifs au style volontairement anodin. Pourtant, leur impact politique était immense. Le premier avançait le transfert des documents de contrôle des fonds d'investissement au 30 mai, court-circuitant l'échéance initiale du 5 juin. Le second verrouillait l'attribution des bureaux pour les nouveaux sous-préfets, neutralisant ainsi toute contestation spatiale ou administrative. Dans les couloirs feutrés du Vatican, ces ajustements techniques semblaient dérisoires. En réalité, ils venaient de priver les opposants des 2 leviers de pression les plus redoutables qu'ils comptaient utiliser. Quelques heures plus tard, la machine médiatique s'est emballée. Une nouvelle fuite dans le quotidien Corriere della Sera révélait que les contestataires multipliaient les canaux d'attaque. Les détails étaient d'une précision chirurgicale. Montant exact des fonds d'investissement, pourcentage des coupes budgétaires et identité de 3 autres prélats touchés par la réforme. Mais en voulant nuire, l'opposition a commis une erreur stratégique majeure sans s'en rendre compte. En divulguant ces documents confidentiels, ils prouvaient de manière irréfutable qu'ils avaient pris connaissance du décret. Dès lors, impossible pour eux de feindre la surprise ou de contester la validité de la procédure. En perdant cet argument juridique, les contestataires sabotaient eux-mêmes leur meilleure chance de bloquer le projet de loi. Pour le pape Léo, c'était l'alignement parfait des planètes administratives. Informé de cette seconde fuite à 16 heures, alors qu'il étudiait un dossier sans rapport, il a posé ses lunettes et écouté le rapport détaillé de son secrétaire. Un lourd silence a pesé dans la pièce, puis
Un simple mot est tombé. Bien, rien de plus. À 17 heures précises, le bureau de presse du Saint-Siège publiait un communiqué laconique de 4 phrases confirmant le décret, annonçant sa date d'entrée en vigueur et officialisant la nomination du docteur Mancini et de sœur Rodriguez. Le communiqué se contentait de renvoyer les questions techniques vers le dicaster concerné, ignorant superbement les rumeurs de fuite. Pas de rhétorique enflammée, pas de mots grandiloquents comme réforme historique ou tournant majeur. Ce texte austère feignait de n'être qu'un simple enregistrement de faits accomplis. Pourtant, au-delà des murs du Vatican, l'onde de choc était phénoménale. En moins de 48 heures, la presse mondiale s'était emparée de l'affaire dans 43 langues différentes. En Amérique latine, les médias catholiques saluaient déjà la nomination historique de la sœur Rodriguez, la qualifiant de véritable tournant générationnel pour l'Église. Des Philippines au Kenya, en passant par le Mexique, les mouvements de femmes catholiques ont publié des déclarations d'un ton étonnamment offensif pour l'institution. En Allemagne, pays marqué par les débats complexes du chemin synodal, la prudence restait de mise, mais le constat demeurait identique. Le souverain pontife venait de frapper fort et vite, déroutant tous les pronostics. Dès le matin du 29 mai, l'appareil diplomatique du Saint-Siège tournait à plat régime. Les ambassadeurs de plus de 180 pays accrédités près le Vatican se retrouvaient submergés d'appels provenant de leurs gouvernements respectifs, des conférences épiscopales et de reporters tenaces. Les fractures géopolitiques habituelles de l'Église n'ont pas tardé à réapparaître au grand jour. L'Europe du Nord et l'Amérique latine saluaient prudemment l'initiative, tandis que l'Europe centrale se réfugiait derrière des rappels crispés à la tradition. Quant aux évêques italiens, leur silence total en disait long sur leur embarras. C'est dans ce climat électrique que Monseigneur Georg Ganswein, discret depuis la mort de Benoît XVI, est sorti du bois le matin du 29 mai lors d'un entretien accordé à un hebdomadaire allemand. Fin connaisseur des équilibres internes du pouvoir ecclésial, il a pesé chacun de ses mots, reconnaissant l'autorité papale sans pour autant l'applaudir. Tout en admettant la nécessité d'adapter les structures de l'Église, il insistait sur la préservation du rôle des ministres ordonnés dans le gouvernement de l'institution. Pas une phrase ne pouvait être interprétée comme une rébellion ouverte, pas une ligne comme un soutien franc. 12 paragraphes d'une ambiguïté virtuose qui laissaient au lecteur le soin de deviner ses véritables intentions. Un chef-d'œuvre de diplomatie romaine. Mais dans l'ombre des couloirs, la fronde s'organisait de façon bien plus concrète. L'après-midi du 29 mai, 7 cardinaux, dont la plupart s'étaient déjà réunis secrètement 2 nuits auparavant, ont fait circuler une lettre confidentielle. Destinée exclusivement à la secrétaire d'État, cette missive confidentielle attaquait le décret sous l'angle du droit canonique. Les prélats s'inquiétaient officiellement de l'absence de consultation préalable, rappelant qu'une réforme d'une telle ampleur exigeait l'avis du Collège des cardinaux, conformément aux discussions du consistoire extraordinaire de janvier 2026. Maniant avec art le jargon feutré des canonistes, la lettre évitait l'affrontement direct, mais exigeait des clarifications formelles. C'était une manœuvre classique pour enliser le processus décisionnel sous couvert de rigueur juridique, espérant ainsi paralyser l'action du souverain pontife. Pour qui sait lire entre les lignes, ce document confidentiel n'était qu'une feinte subtile pour forcer une pause administrative et laisser aux opposants le temps de se regrouper. Le mot « dubia » restait proscrit pour éviter de déclarer une guerre ouverte. L'enquête que nous menons montre que le souverain pontife a immédiatement compris le piège. Lorsqu'on lui a remis la lettre à 18h30, Léo l'a lue en moins de 10 minutes. En face de lui, assis en silence, Parolin observait le ciel romain s'assombrir derrière la coupole de la basilique Saint-Pierre, tandis qu'un silence de plomb s'installait dans le bureau. En posant délicatement le document sur son bureau, Léo a résumé la situation d'une voix neutre. Il cherche à gagner du temps. Parolin a acquiescé d'un simple mouvement de tête. Ils attendent des réponses détaillées pour lancer un grand débat stérile. Nouveau silence. Léo n'était pas sujet à ces colères théâtrales qui agitent habituellement les chefs d'administration. Sa fureur était un bloc de glace, une force silencieuse qui se traduisait uniquement par des décrets irrévocables. Fixant son secrétaire d'État, il a ordonné « Rédiger la réponse, accuser réception de leur courrier ». Puis préciser simplement que la restructuration suivra le calendrier prévu. Ajouter que le docteur Mancini et la sœur Rodriguez prendront officiellement leurs fonctions le 12 juin, a poursuivi Léo d'un ton glacial. Préciser aussi que le Saint-Père se réjouit de collaborer avec la nouvelle équipe.
Après avoir pris note, Parolin a demandé si d'autres consignes devaient être ajoutées. Rien d'autre, fut la réponse. Expédiée le soir même, la réplique vaticane tenait en 4 phrases polies, mais d'une fermeté absolue, fermant définitivement la porte à toute négociation. Reçue à 21h par les 7 cardinaux rebelles, cette réponse a provoqué une réunion d'urgence dont nous avons pu reconstituer la brièveté et la tension. Selon les témoignages recueillis, l'ambiance évoquait une défaite consommée avant même le premier combat. Pourtant, l'un des prélats a tenté de convaincre l'Assemblée d'engager une confrontation publique directe, en fuyant vers les médias internationaux et en cherchant l'appui des évêchés polonais ou allemands pour attuler Léo. Mais un autre cardinal l'a immédiatement interrompu d'une formule cinglante. On ne combat pas un pape sur le terrain qu'il a lui-même choisi. Nous sommes enfermés dans une structure qu'il a entièrement dessinée, et chaque porte que nous tentons d'ouvrir nous mène exactement là où il nous attend. Ce soir-là, la rébellion s'est éteinte. Ce ne fut pas un coup d'éclat théâtral, ni une capitulation publique. Tout s'est joué dans le silence feutré de ceux qui savent décrypter le pouvoir institutionnel. Ils ont compris que le piège s'était refermé sans laisser la moindre faille pour contre-attaquer. Regardons de plus près cette matinée décisive. Le 30 mai, Francesca Mancini débarque à Rome. Seule, avec une valise et un sac d'ordinateur, elle atterrit à Fiumicino à 7h15. Un assistant l'attend pour la conduire directement au palais apostolique. 20 minutes chrono avec le cardinal Parolin pour régler les détails pratiques de ces 2 premières semaines. Ensuite, elle a simplement pris possession de ses nouveaux bureaux. Pas un mot pour la presse, aucune déclaration officielle. Elle a simplement rencontré son assistant, parcouru son agenda, puis s'est glissée dans les rouages du Vatican comme si elle y avait toujours travaillé. De son côté, sœur Maria Luisa Rodriguez était déjà là depuis 2 semaines. Convoquée en secret avant l'annonce officielle, elle savait que le temps lui serait compté une fois le décret publié. Elle a passé ses journées à éplucher les comptes du dicaster, décortiquant les mécanismes d'audit et cartographiant les réseaux d'influence informels qui court-circuitent souvent l'organigramme officiel. C'est là que se prennent les vraies décisions, loin des regards. Cette levée de bouclier ne l'a pas surprise une seule seconde. Des résistances institutionnelles, sœur Rodriguez en avait déjà affronté en Équateur, au Brésil, en Bolivie ou en Colombie. Partout les mêmes manœuvres, les mêmes lenteurs administratives calculées et ces alliances de coulisses qu'elle observait aujourd'hui au Vatican. Les tactiques étaient exactement les mêmes, seule l'échelle avait changé. Interrogée par un collègue sur la tempête médiatique que provoquait sa nomination, elle a simplement répondu qu'elle était là pour travailler et que la politique finirait bien par se régler d'elle-même. Un ton direct, sans fioriture, qui rappelait étrangement celui de Léon XIV. Le couperet est tombé le 1er juin. Les bureaux ont changé de main en quelques heures. Le cardinal Hoffmann a rejoint son nouveau poste de conseiller. Un titre honorifique très élégant, mais un emploi du temps vidé de sa substance du jour au lendemain. Et un bureau sombre, situé au sous-sol de la Congrégation pour l'éducation catholique, bien loin des pièces lumineuses qu'il occupait au palais de la Chancellerie depuis 4 ans. Le transfert du cardinal Sandoval s'est fait sans faire de vagues, tout comme le limogeage de 3 autres hauts responsables. À 8 heures précises du matin, le sous-comité gérant le fonds souverain depuis 10 ans a été dissous. En une seule signature, toutes les archives secrètes, les dossiers sensibles et le pouvoir de décision ont été transférés à la nouvelle cellule de contrôle de la secrétairerie d'État. Le docteur Mancini et la sœur Rodriguez ont reçu leur lettre de créance lors d'une cérémonie éclair, sans photographe, tenue dans le plus grand secret. Le dicaster pour l'économie a ainsi entamé le mois de juin 2026 avec un comité d'audit totalement remanié, de nouvelles règles de transparence exigeant des comptes rendus trimestriels et 2 sous-préfets experts en gestion financière plutôt qu'en intrigue cléricale. Un séisme administratif que personne n'aurait pu imaginer 1 an plus tôt. La fronde interne n'a absolument rien produit. Et ce n'est pas parce que Léon l'avait affronté de face ou qu'il avait cherché à humilier ses opposants. Jamais il n'a haussé le ton. Il n'a convoqué aucune réunion de crise pour distribuer les blâmes, ni publié de communiqués incendiaires pour dénoncer ses détracteurs. Sa force a été d'agir avec une rapidité si foudroyante et une précision si chirurgicale que la contestation est arrivée trop tard à chaque fois. Sa méthode de gouvernement reste inchangée. Il redessine patiemment les structures administratives et crée de nouvelles réalités institutionnelles incontournables qui finissent par plier le système à sa volonté. Le matin du 1er juin, un journaliste du National Catholic Reporter
pose par écrit une question cruciale au bureau de presse du Vatican. Quel était le message du Saint-Père pour ses opposants? La réponse tombe en moins d'une heure. 5 mots seulement. Nous avons du travail. Dans une cité romaine façonnée par l'apparat, les privilèges et le poids de 2000 ans de faste et de pourpre, ces quelques mots résonnent étrangement. Ils viennent d'un homme qui a signé la réforme la plus radicale de son pontificat, seul, à minuit, en simple chemise noire, avec un stylo bille bon marché. Ce pouvoir-là ne cherche pas à briller. Il s'impose par sa simple existence. Cette leçon, les cardinaux contestataires l'ont apprise de la manière la plus douloureuse qui soit, par la défaite. Ils s'attendaient à un réformateur classique, habitué aux beaux discours sur la transparence ou la justice. Ils pensaient entendre le jargon habituel de Vatican II, remis au goût du jour. Ce langage-là, ils le maîtrisaient sur le bout des doigts pour l'avoir neutralisé pendant plus de 30 ans. Mais ils n'étaient pas préparés à affronter cet homme d'action froide. Un souverain pontife qui prépare ses plans dans l'ombre, les signe sans un bruit, les applique avec fermeté et balaye toute l'agitation ambiante d'une simple réplique cinglante de 5 mots. Robert Francis Provost a passé sa vie entière à étudier la mécanique des grandes organisations. Depuis ses débuts chez les Augustins à Chicago, jusqu'aux missions rudes du Pérou, puis comme évêque gérant des diocèses démunis, et enfin au cœur même de la curie romaine. Il a observé de l'intérieur comment le pouvoir s'exerce et comment les réformes s'enlisent. Ce ne sont pas les affrontements directs qui tuent les changements, mais l'usure bureaucratique, ses reports incessants et ses contre-propositions stériles qui vident les projets de leur substance. Il s'était juré, bien avant son élection, que s'il obtenait un jour le pouvoir d'agir, il le ferait d'une manière totalement imparable. L'heure était venue, et l'histoire s'est écrite sous nos yeux. Rome a connu 2000 ans de pontificat. Elle a vu défiler des guerriers, des érudits, des saints et des pécheurs, des papes bâtisseurs, des papes en fuite ou en croisade. Mais jamais elle n'avait vu un homme de cette trempe. La plus ancienne institution d'Occident a été transformée de fond en comble, pendant que ses propres cadres dormaient sur leurs 2 oreilles. C'était précisément le plan de Robert Francis Provost. Si cette plongée dans les coulisses du pouvoir vous a captivé, soutenez-nous en vous abonnant à la chaîne. Cliquez sur le pouce bleu et écrivez en commentaire quelle sera la prochaine étape pour Léon XIV.